Elle croyait que tout s'effondrerait quand elle a claqué la porte, mais rien ne s'est effondré. Au contraire, c'est le silence qui l'a trahi. Ce silence épais qui s'installe après une rupture, quand plus rien ne bouge, sauf la culpabilité. Camille avait quitté Thomas un mardi matin, sans scène, sans cri, juste cette phrase tranchante. « Je ne t'aime plus comme avant ». Elle pensait que c'était la fin d'une histoire, pas le début d'un mystère. Les premiers jours, elle s'était sentie légère, presque euphorique, plus de tension, plus de mensonges, enfin libre. Mais cette sensation s'est dissoute aussi vite qu'un cachet dans l'eau. En triant leurs affaires, elle tomba sur un vieux disque dur, coincé au fond d'un tiroir. Rien d'extraordinaire, pensa-t-elle. Pourtant, quelque chose en elle la poussa à le brancher. L'écran s'alluma et un dossier attira son attention. Projet Lisbonne. Thomas n'avait jamais parlé de Lisbonne. Curieuse, elle l'ouvrit. Dedans, des fichiers cryptés, des relevés bancaires en PDF et surtout, un tableau Excel nommé « Mouvement 2018-2024 ». Ses mains tremblaient légèrement. Le fichier s'ouvrit lentement, révélant des colonnes interminables de transferts internationaux. Des sommes énormes, des noms étrangers, des virements récurrents vers un compte au Luxembourg, et tout ça depuis des années. Camille sentit une vague glacée lui remonter le long du dos. Elle tenta de se convaincre qu'il devait s'agir de son travail. Après tout, Thomas était consultant en finance. Mais quelque chose clochait. Elle reconnut certaines dates. Les mêmes jours où il disait « faire des déplacements d'affaires ». Soudain, un bruit dans le couloir. Un frisson. Elle vivait seule maintenant, non? Elle ferma précipitamment l'écran, son cœur battant à tout rompre. Le bruit cessa. Silence à nouveau. Elle rit nerveusement. Sans s'en rendre compte, ses doigts serraient toujours la clé USB comme une arme. Ce soir-là, elle ne dormit pas. Les chiffres défilaient dans sa tête, avec le visage calme et impassible de Thomas. Qui était-il vraiment? Et surtout, qu'avait-il caché pendant tout ce temps? La curiosité devint obsession. Le lendemain, elle décida d'enquêter. Pas par vengeance, par besoin de comprendre. Elle avait cru quitter un homme. Mais elle venait peut-être d'ouvrir une porte qu'elle aurait mieux fait de laisser fermer. Et au fond d'elle, une voix murmurait déjà « Ce que tu vas découvrir changera tout ». Camille passa la journée suivante à tout remettre en question. Plus elle repensait à Thomas, plus chaque souvenir prenait une teinte étrange, presque mensongère. Ses absences soudaines, ses appels qu'il prenait à voix basse, ses voyages professionnels qui tombaient toujours à des moments précis. Comment avait-elle pu ne rien voir? Le cerveau, se disait-elle, a une manière cruelle de nous protéger de la vérité. Il maquille l'évidence jusqu'à ce qu'elle devienne invisible. Elle ouvrit à nouveau le dossier « Projet Lisbonne ». Cette fois, elle fouilla plus loin. Derrière les fichiers Excel, elle trouva un document Word nommé « Accord privé 2019 ». En l'ouvrant, elle découvrit un contrat signé par Thomas et une femme dont le nom lui était totalement inconnu, Elena S. Duarte. Ce n'était pas un simple accord commercial. Les termes évoquaient un transfert d'actifs confidentiels, une société écran et des investissements en dehors des canaux officiels. Son estomac se noua. Thomas n'avait rien d'un homme d'affaires douteux. Enfin, c'est ce qu'elle croyait. Elle se servit un café froid, incapable de s'asseoir. L'écran devant elle semblait respirer. Chaque dossier, chaque ligne de texte portait la trace d'une autre vie, d'un autre Thomas, un homme qu'elle ne connaissait pas. En cherchant le nom d'Elena sur les réseaux, elle tomba sur un profil LinkedIn à moitié vide. Une seule photo, une femme au regard froid prise devant un immeuble luxueux de Lisbonne. Le cœur de Camille accéléra. Lisbonne, encore ce mot. Pourquoi Lisbonne ? Alors elle fit ce que beaucoup auraient fait à sa place. Elle ouvrit un nouveau dossier, créa une copie des fichiers et la transféra sur un disque externe. Une intuition lui disait qu'elle devrait tout garder, au cas où. Ce soir-là,
Elle alla marcher longtemps dans les rues désertes. L'air de Paris semblait différent, plus lourd, comme si la ville savait quelque chose qu'elle ignorait. Chaque pas résonnait avec une certitude nouvelle. Thomas n'était pas celui qu'elle pensait aimer. Et plus elle se répétait cette phrase, plus un étrange mélange d'excitation et de peur la traversait. Avant de dormir, elle consulta une dernière fois ses messages anciens. Elle lut ceux où il lui disait qu'elle était la seule personne à qui il pouvait tout dire. Ironie. Il ne lui avait jamais rien dit. Sous la lumière bleutée de l'écran, son visage paraissait étranger, figé entre le doute et la rage. Elle murmura pour elle-même « Si j'ai survécu à toi, je survivrai aussi à ta vérité ». Mais elle ignorait encore à quel point cette vérité allait déborder son imagination. Car au moment où elle éteignait son ordinateur, à l'autre bout du pays, quelqu'un remarquait déjà que les fichiers du projet Lisbonne avaient été ouverts. Et cette personne savait exactement où la trouver. Le lendemain, Camille se réveilla avec une sensation étrange, comme si la nuit avait laissé un résidu d'angoisse dans l'air. Son téléphone vibra dès qu'elle ouvrit les yeux. Numéro inconnu. Aucun message vocal, juste un appel manqué. Elle hésita, rappela. Rien. Silence. Un frisson lui parcourut l'échine. Elle tenta de se raisonner. Ce n'était peut-être qu'un démarchage. Mais au fond, elle savait que non. Elle prit son ordinateur. Le dossier Projet Lisbonne avait disparu du disque dur, effacé. Pourtant, elle était sûre de ne pas l'avoir supprimé. Elle chercha frénétiquement, vidait la corbeille, lançait des scans. Rien. Comme s'il n'avait jamais existé. Son souffle se bloqua. Heureusement, elle avait fait une copie. Mais même son disque externe refusait maintenant de s'ouvrir. Erreur de lecture. Quelqu'un avait effacé ses traces. Elle sentit une montée d'adrénaline, un mélange de peur et d'excitation. Elle n'était plus seulement une ex-curieuse, elle était devenue un témoin gênant. Alors, elle prit une décision folle, aller à Lisbonne. Elle devait comprendre ce que Thomas cachait là-bas. Elle réserva un billet pour le lendemain. Le soir, en rangeant son sac, elle trouva une enveloppe glissée sous la porte. Aucune adresse. À l'intérieur, une photo d'elle, prise la veille au soir, alors qu'elle marchait sur le pont d'Austerlitz. Et derrière, un mot écrit à la main, « Ne touche plus à ce qui ne t'appartient pas ». Son sang se glaça. Elle lâcha la photo, recula comme si elle venait de brûler ses doigts. Elle n'avait parlé à personne de ce qu'elle avait trouvé. Personne. Alors comment? Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle resta assise sur le canapé, une lampe allumée, fixant la porte d'entrée comme si elle pouvait bouger à tout moment. Chaque craquement de l'immeuble semblait une menace. Mais au fond d'elle, la peur n'effaçait pas la curiosité. Elle voulait savoir, elle devait savoir. Car si quelqu'un prenait la peine de la surveiller, c'est que le secret de Thomas valait beaucoup plus qu'un simple compte caché. Au petit matin, elle fit sa valise. À l'aéroport, les annonces résonnaient comme un compte à rebours. Son cœur battait si fort qu'elle en oublia presque de respirer. En attendant l'embarquement, elle remarqua un homme assis à quelques rangées d'elle, lisant un journal. Il leva brièvement les yeux, juste une seconde. Mais cette seconde suffit. C'était le même homme qu'elle avait croisé plusieurs fois avec Thomas, à des soirées où il prétendait ne pas le connaître. Quand elle monta dans l'avion, il monta aussi. Elle s'assit, le dos raide, les mains moites, tentant de se convaincre que tout ça n'était qu'une coïncidence. Mais quand elle sentit son regard posé sur elle, à travers le couloir, elle comprit que le voyage ne faisait que commencer. Et qu'elle n'était déjà plus une simple spectatrice de cette histoire. Quelque part, au-dessus des nuages, Camille sentit que le monde qu'elle croyait connaître venait de se fissurer pour de bon. L'avion atterrit sous un ciel gris, lourd, presque menaçant. Lisbonne n'avait rien de la carte postale qu'elle imaginait. Le vent portait une odeur de sel et d'orage. Les pavés luisaient encore d'une pluie récente. Camille descendit, le cœur serré, un mélange d'adrénaline et de fatigue dans les veines. Elle sentit la présence de l'homme avant même de le voir. Il sortit quelques rangs derrière elle, toujours la même allure discrète, le journal plié sous le bras. Elle accéléra le pas, traversa le hall sans se retourner.
Chaque reflet dans les vitrines devenait suspect, chaque ombre un danger. Dehors, elle héla un taxi, s'y engouffra, et donna une adresse au hasard, un café au centre-ville qu'elle avait vu sur Google Maps la veille. Elle voulait vérifier si on la suivait. Le taxi démarra. Par la vitre, elle observa. L'homme monta dans une voiture noire quelques secondes plus tard. Son intuition était juste. Quelqu'un voulait qu'elle ne découvre rien. Arrivée au café, elle prit une table au fond, dos au mur. Le bruit des tasses et des conversations la rassura un instant. Elle sortit son téléphone, tenta de rebrancher son disque externe, toujours rien. Erreur. C'était comme si le monde numérique s'était retourné contre elle. Alors, elle fit quelque chose d'instinctif. Elle posta sur un forum anonyme de lanceurs d'alerte un message codé décrivant brièvement le contenu du projet Lisbonne. Pas de nom, pas de détails, juste assez pour signaler que quelque chose existait. Quelques minutes plus tard, une réponse apparut. « Nous savons de quoi vous parlez. Ne restez pas seul. » Son sang se glaça. Était-ce une menace ou une main tendue? Elle voulut quitter le café, mais une serveuse s'approcha, lui tendant une note. « Un homme a payé pour vous, » dit-elle. Camille prit le papier. Ce n'était pas une addition. C'était un mot. « Elena vous attend. Rua do Alecrim, 22. » Son cœur bondit. Elena. Ce nom revenait comme un fantôme. Était-ce un piège? Probablement. Mais comment résister? Elle marcha dans les ruelles étroites, son sac serré contre elle, chaque pas résonnait sur les pavés humides. Devant le numéro 22, une porte ancienne, sans enseigne. Elle frappa une fois. Rien. 2 fois. Silence. Puis, un déclic. La porte s'entr'ouvrit lentement. Une femme apparut, la quarantaine, les cheveux tirés, le regard vif. « Tu es Camille ?» demanda-t-elle dans un français parfait. Elle hocha la tête. « Entre vite, on n'a pas beaucoup de temps. » À l'intérieur, l'appartement sentait le tabac froid et la peur. Des dossiers partout, des cartes, des écrans, des chiffres qui défilaient. Elena parlait vite, nerveusement. Thomas n'était pas celui que tu croyais. Ce compte au Luxembourg n'est que la surface. Il travaillait pour un réseau d'investissement clandestin. Et toi, tu as mis les pieds dedans. Camille sentit son monde se renverser. « Pourquoi moi ?» murmura-t-elle. Elena la fixa. « Parce que tu es la seule qui l'ait jamais trahi sans le vouloir. » Et dans le regard d'Elena, il y avait quelque chose d'encore plus dangereux que la vérité. Une peur ancienne, celle de ceux qui savent trop. Camille comprit à cet instant qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Le souffle court, Camille s'assit face à Elena, tentant de comprendre ce qui venait d'exploser dans sa réalité. Les murs de l'appartement vibraient d'une tension invisible, comme si chaque dossier posé sur la table contenait une bombe prête à éclater. Elena lui tendit une photo. Thomas, debout sur un yacht, en costume, entouré de 3 hommes qu'elle n'avait jamais vus. Au dos, un nom griffonné à la hâte, Victor Saveliev. « C'est lui le lien », murmura Elena. « Le cerveau du réseau. Thomas était son homme de paille. » Camille sentit son estomac se nouer. Thomas, ce type ordinaire qui oubliait de sortir les poubelles et mangeait des pâtes 3 soirs sur 4, travaillait pour un financier d'ombre. C'était impossible. Et pourtant, tout le prouvait. Elena continua, nerveuse. Ils blanchissent des millions via des entreprises fantômes. Le compte au Luxembourg sert à faire passer l'argent. Quand Thomas t'a quitté pour ce voyage d'affaires en 2021, il devait transférer la dernière tranche. Mais il a disparu du radar juste après. « Disparu ?» répéta Camille. « Plus aucun mouvement, plus aucun message. On a cru qu'il s'était fait éliminer, mais s'il a laissé ses fichiers derrière lui, c'est qu'il voulait qu'ils soient trouvés, peut-être par toi. » Le silence retomba, épais. Camille sentit ses doigts trembler. Une partie d'elle voulait tout abandonner, fuir, oublier. Mais une autre, plus profonde, refusait de se taire. « Pourquoi m'aider ?» demanda-t-elle. Elena esquissa un sourire triste. « Parce que j'ai connu la même histoire. Victor m'a utilisé, moi aussi, et j'ai tout perdu. » Un bruit sourd interrompit leur échange.
3 coups contre la porte, lents, espacés. Elena pâlit instantanément. Elle fit signe à Camille de ne pas bouger, attrapa une clé USB et la glissa dans sa main. « Si je ne reviens pas, tu iras au Miraduro de Santa Luzia demain midi. Quelqu'un t'y attendra. » Mais Elena la coupa net. Pas un mot. La poignée tourna lentement. Elena ouvrit à peine. Puis un fracas. 2 hommes entraient, vêtus de noir. Elle eut à peine le temps de crier à Camille de courir. Celle-ci bondit vers la fenêtre, la poussa d'un coup d'épaule et sauta dans la ruelle étroite, atterrissant lourdement sur les pavés. Des cris éclatèrent derrière elle. Elle courut sans regarder en arrière, l'adrénaline la maintenant debout. Ses genoux saignaient, ses mains tremblaient, mais elle courait toujours. Elle s'enfonça dans le labyrinthe des ruelles, guidée par une seule idée, survivre. Ce n'est qu'en s'abritant dans un vieux tramway désaffecté, haletante, qu'elle comprit qu'elle tenait toujours la clé USB. Son cœur battait à s'en rompre. Elle venait de perdre sa seule alliée, mais peut-être tenait-elle la seule preuve capable de tout faire exploser. Et quelque part, dans la nuit lisboète, un téléphone vibra. Une voix glaciale murmura « Elle a la clé ». Le jeu venait de changer. La ville dormait à moitié quand Camille reprit son souffle, recroquevillée dans l'ombre du tramway. Le métal froid contre son dos la ramenait à la réalité. Elle fixait la petite clé USB entre ses doigts, cet objet minuscule pour lequel quelqu'un venait peut-être de mourir. Le vent portait les sons étouffés des sirènes au loin. Elle pensa à Elena. Était-elle encore en vie ? Impossible à savoir, et si elle retournait à l'appartement, elle finirait probablement comme elle. Camille quitta le tramway avant l'aube, dissimulant la clé dans la doublure de sa veste. Les rues de Lisbonne étaient vides, couvertes d'un brouillard humide. Elle trouva refuge dans un petit hôtel, près de l'Alfama, un endroit discret, presque anonyme. La réceptionniste, une femme âgée au sourire absent, lui remit une clé sans poser de questions. Dans sa chambre, elle s'effondra sur le lit. Son corps tremblait encore du choc. Mais le sommeil refusait de venir. Elle alluma la télévision plus pour briser le silence que pour regarder. Et soudain, une image la pétrifia. Un reportage local. Un incendie dans un appartement de la Rua do Alecrim. Les autorités parlaient d'un accident domestique. Aucun corps identifié pour l'instant. Elena. Camille coupa le son, la gorge serrée. C'était un message, elle en était sûre. On effaçait les témoins. Elle décida d'agir avant qu'on ne la retrouve. À midi, comme convenu, elle se rendit au Miraduro de Santa Luzia. Le soleil frappait fort, contrastant avec la tension glacée qu'elle portait en elle. Elle repéra un homme assis seul, lisant un guide touristique. Quand il leva les yeux, elle comprit que c'était lui. La même intensité dans le regard que chez ceux qui vivent dans l'ombre. « Vous êtes Camille ?» demanda-t-il doucement en français. « Qui vous envoie ?»« Elena, avant tout ça. » Elle sentit ses jambes faiblir. Il se présenta. Adrien, ancien journaliste d'investigation, apparemment disparu depuis 3 ans. Il lui expliqua qu'il travaillait avec Elena pour exposer le réseau de Victor Saveliev. « Les preuves sont dans la clé, dit-il, mais elles sont cryptées. Thomas avait la seule clé de déchiffrement. »« Alors, il est vivant ?» Adrien la fixa longuement. « S'il l'est encore, il te contactera, mais pas avant que ce soit trop dangereux. » Cette phrase résonna dans sa tête toute la journée. Trop dangereux. Ils quittèrent ensemble le point de vue, décidant de se cacher. En marchant vers les hauteurs de Grassa, Camille sentit une moto les suivre lentement. Adrien le remarqua aussi. Sans un mot, il lui prit la main et l'entraîna dans un escalier étroit. Ils coururent à travers les ruelles, sautant les marches 2 par 2. La moto accéléra dans la rue principale, cherchant leurs traces. Camille et Adrien se réfugièrent dans une église abandonnée. Le silence y était épais, presque sacré. Adrien ferma les portes, posa son sac et la regarda. À partir de maintenant, on ne fait confiance à personne, pas même à la police. Dans la pénombre, la lueur des vitraux projetait des éclats rouges sur son visage.
Camille hocha la tête, serrant la clé USB contre son cœur. Ce n'était plus seulement une enquête, c'était une guerre silencieuse, et elle venait d'y prendre part sans retour possible. L'air de l'église sentait la poussière et le vieux bois, mais pour Camille, c'était encore le seul endroit où elle pouvait respirer sans craindre de voir une ombre surgir derrière elle. Adrien installa son ordinateur sur un autel brisé, reliant des câbles, ouvrant des programmes de cryptage. La lumière bleutée de l'écran dessinait sur son visage les marques d'un homme qui avait trop vu, trop perdu. Camille resta silencieuse, observant. Les vitraux projetaient des reflets mouvants sur le sol, comme si la ville entière les espionnait. « Le contenu est protégé par une double clé numérique », murmura Adrien. Thomas savait ce qu'il faisait. Il a caché tout ça derrière un système que seuls ceux qui connaissent son mot de passe peuvent casser. Et si on ne le trouve pas, alors tout ce qu'on a, c'est une bombe sans détonateur. Il tapa plusieurs commandes. Des lignes de code défilaient, puis une phrase apparut comme un message venu du passé. Pour la trouver, il faut se souvenir du jour où tout a commencé. Camille fronça les sourcils. « Le jour où tout a commencé ?» répéta-t-elle. Adrien la regarda. « Tu sais de quoi il parle ?» Elle hésita, puis comprit. Leur première rencontre. Une pluie battante, un café à Montmartre, un parapluie qu'il lui avait prêté. Elle saisit le clavier, tapa la date. Entrée valide. L'écran clignota, puis s'ouvrit sur un dossier unique nommé « Vérité ». Son cœur accéléra. À l'intérieur des vidéos, des documents, des extraits d'écoute téléphonique. Les preuves d'un réseau tentaculaire mêlant blanchiment, corruption politique et détournement de fonds humanitaires. Le genre de vérité qu'on tue pour faire taire. Adrien blêmit en lisant certains noms. Des ministres, des banques, des ONG. Il leva les yeux. Si ça sort, c'est un séisme. Camille murmura, c'est pour ça qu'ils l'ont fait disparaître. Avant qu'ils ne puissent aller plus loin, un bruit retentit à l'extérieur. Une voiture, puis des pas lourds. Adrien éteignit tout. Ils nous ont trouvés. Ils s'enfuirent par une porte latérale, courant dans une ruelle jonchée de gravats. Des voix criaient derrière eux. Une balle frôla la pierre à quelques centimètres de la tête de Camille. Elle trébucha. Adrien la rattrapa. « Cours !» hurla-t-il. Ils dévalèrent une série d'escaliers, jusqu'à déboucher sur une ruelle qui surplombait le Tage. En bas, des bateaux de pêche tanguant sous le vent. Adrien se tourna vers elle, haletant. « S'ils nous attrapent, c'est fini. Tu dois partir seul. Garde la clé. Ne la perds jamais. » Elle voulut refuser, mais il la poussa doucement vers un escalier dissimulé. Ses yeux disaient tout. Il savait qu'il n'en sortirait pas. Un cri, un coup de feu. Camille descendit en courant, le cœur éclaté. Lorsqu'elle se retourna, Adrien n'était plus là. Le vent du fleuve gifla son visage. Elle s'accrocha à la rambarde, le regard perdu sur la ville. Elle n'était plus la même femme qui avait quitté Thomas. Elle n'était plus une victime. Elle était devenue la gardienne d'une vérité trop grande, trop dangereuse. Et quelque part, dans ce chaos, elle sentit une certitude étrange. Thomas était toujours en vie. Le coup de grâce. Le lendemain, une pluie froide balayait Paris. J'avais à peine dormi. Le dossier de Clément traînait encore sur ma table, ouvert comme une blessure qu'on gratte. Je n'arrivais pas à tourner la page. Quelque chose clochait dans tout ça. Ces virements, ces messages codés, et ce nom qui revenait sans cesse, la Fondation Delcourt. J'ai cherché sur Internet, et à ma grande surprise, ce n'était pas une simple organisation caritative. C'était une société écran, enregistrée dans plusieurs paradis fiscaux. Et la signature sur les documents? Celle du père de Clément. Mon cœur s'est serré. Toute cette histoire dépassait de loin une simple trahison amoureuse. C'était une toile d'araignée financière tissée dans l'ombre d'une famille influente. Et moi, j'étais tombé en plein dedans. Quand j'ai enfin trouvé le courage de l'appeler, il a décroché tout de suite. Sa voix était rauque, tendue. « Pourquoi tu continues à fouiller? Tu ne comprends pas que c'est dangereux. » Je lui ai répondu d'un ton calme. « Ce qui est dangereux, Clément, c'est de mentir à quelqu'un qui t'a aimé sincèrement. »
Il a ri, un rire nerveux, presque désespéré. « Tu crois que tu sais tout? Tu ne sais rien. Tu ne sais pas ce qu'ils m'ont fait faire. » Mon sang s'est glacé. Il ne parlait plus de lui, mais d'un système. Avant que je puisse dire un mot de plus, la ligne s'est coupée. Silence. J'ai tenté de le rappeler, mais son numéro était déjà désactivé. J'ai passé la soirée à réfléchir, à aligner les pièces du puzzle, les mensonges, les disparitions, les fonds dissimulés. Et soudain, tout s'est éclairé. Il n'avait jamais voulu cet argent. Il avait été forcé d'en prendre le contrôle, comme un pion dans un jeu qui le dépassait. Peut-être qu'il avait voulu fuir, mais trop tard. Cette nuit-là, j'ai rêvé de lui. Il me regardait derrière une vitre, les mains pressées contre le verre, murmurant quelque chose que je ne pouvais pas entendre. Je me suis réveillé en sursaut, trempé de sueur, avec une seule idée en tête. S'il était en danger, je ne pouvais plus rester spectatrice. Le lendemain, j'ai pris le premier train pour Genève, le siège officiel de la Fondation Delcourt. Mon cœur battait la chamade, entre la peur et l'adrénaline. Dans mon sac, j'avais tous les documents, toutes les preuves. Et dans ma tête, une seule phrase tournait en boucle. Je ne veux plus être victime. Sur le quai, la pluie s'est mise à tomber, fine, silencieuse. C'était comme si le ciel lui-même retenait son souffle avant la tempête, parce que je savais qu'à partir de maintenant, chaque pas que je ferais pourrait tout faire basculer. Le retour du fantôme Genève. Le genre de ville où tout semble trop propre pour être vrai. Le lac brillait d'un calme trompeur, comme une façade polie, derrière laquelle se cachent les pires secrets. J'avais réservé une chambre modeste dans un hôtel anonyme, juste assez loin du centre pour passer inaperçu. Sur la table, le dossier de la Fondation Delcourt me fixait comme un regard accusateur. Je savais que si j'entrais là-dedans, il n'y aurait plus de retour possible, mais je devais comprendre, pas seulement pour moi, mais pour lui, pour Clément. Le lendemain matin, j'ai marché jusqu'au siège de la Fondation, un bâtiment de verre, élégant, avec un logo discret gravé sur la façade. Trop discret. À l'intérieur, l'accueil sentait le luxe aseptisé, le genre d'endroit où tout le monde sourit sans jamais poser de questions. Je me suis fait passer pour une journaliste indépendante, un nom inventé, un badge imprimé à la hâte, le genre de mensonge qui fait battre le cœur trop vite. Je savais que je n'aurais pas beaucoup de temps. En fouillant les archives internes, j'ai trouvé des dossiers confidentiels, transferts vers des comptes offshore, entreprises fictives et, au milieu de tout ça, une liste de bénéficiaires. Des politiciens, des médecins, des juges et le nom de Clément. Non pas comme bénéficiaire, mais comme dénonciateur interne. Mon souffle s'est coupé. Il n'était pas complice. Il avait tenté de les exposer. C'est pour ça qu'il avait disparu. Il avait volé leurs preuves. Mais avant que je puisse faire un pas de plus, j'ai senti une présence derrière moi, une voix que je n'oublierai jamais. « Tu n'aurais jamais dû venir ici. » Je me suis retourné. Clément, vivant, fatigué, amaigri, les yeux cernés mais vivant. Il portait un manteau sombre, trempé par la pluie. Mon cœur a explosé dans ma poitrine. « Tu es en vie. Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» Il a fermé les yeux, une expression de douleur sur le visage. « Parce que tout ce que tu touches, ils le détruisent. Je voulais te protéger. Je l'ai regardé, incapable de parler. Il s'est approché, a posé une clé USB sur la table. Tout est là, les noms, les preuves, les transactions. Mais si tu publies ça, ils te feront taire. Je l'ai pris par le bras. Alors fuyons. On peut disparaître ensemble. » Il a secoué la tête. « C'est trop tard pour moi, pas pour toi. » Et avant que je puisse répondre, 2 hommes en costume sont entrés dans la pièce. Leur regard était glacial, méthodique. Clément a murmuré « Cours ». J'ai couru, à travers les couloirs, les escaliers, le froid, la pluie, la clé USB serrée dans ma main. Je n'entendais plus que mon souffle et le fracas du tonnerre. Derrière moi, un cri, puis un coup. Je ne me suis pas retourné. Pas cette fois. La dernière vérité. La pluie tombait sur Genève comme une sentence.
Le vent hurlait entre les immeubles, les lampadaires diffusaient une lumière froide et tremblante. Je me suis réfugié dans un café désert, au fond d'une ruelle. Mes mains tremblaient autour d'une tasse de café qui refroidissait. Devant moi, la clé USB. Petite, banale, et pourtant, si lourde qu'elle semblait me brûler la paume. Je savais que tout ce que j'avais vécu me menait ici. La peur, les mensonges, la fuite. Clément. Tout convergeait vers ce moment précis. Sur mon ordinateur, j'ai inséré la clé. L'écran s'est allumé. Une série de dossiers s'est ouverte. Et là, la vérité. Des centaines de fichiers, virements vers des paradis fiscaux, noms de hauts fonctionnaires, contrats d'armement, faux programmes humanitaires, des milliards blanchis sous le couvert d'associations caritatives. Et tout était signé du même nom. Fondation Delcourt. J'ai compris alors que Clément n'avait pas fui pour se cacher. Il avait disparu pour sauver ce qu'il pouvait, la preuve, la vérité. Il avait tenté de détruire le monstre de l'intérieur, mais le monstre avait été plus rapide. Un message s'est affiché sur mon écran, une seule ligne. S'il me trouve, promets-moi de tout publier. Sa voix résonnait encore dans ma tête. Ce n'était pas une demande, c'était un héritage. J'ai respiré profondément. Puis j'ai tout envoyé, à la presse internationale, à des ONG, à des journalistes d'investigation. Les fichiers sont partis un à un, comme des éclats de vérité traversant le monde. Et au moment où le dernier courriel s'est envolé, j'ai entendu un bruit derrière moi. Une voiture noire s'était arrêtée devant le café. 2 hommes en sont descendus, leur visage impassible, leurs pas calmes. J'ai fermé l'ordinateur. Trop tard pour reculer, trop tard pour fuir. Quand ils sont entrés, j'ai levé les yeux. « C'est fini », ai-je dit. « Vous ne pouvez plus rien effacer. » L'un d'eux m'a regardé, silencieux, puis a esquissé un sourire glacial. « Vous pensez que la vérité sauve ? Non, elle détruit. » Et il a levé la main. Un flash. Le bruit sec d'une arme. Le café s'est empli d'une odeur métallique et de cris étouffés. Puis, le silence. Le lendemain, le scandale a éclaté. Les journaux du monde entier parlaient du plus grand réseau de corruption humanitaire d'Europe. Des ministres démissionnaient, des comptes étaient gelés. Et parmi les noms cités, celui d'un homme, Clément Durand, ancien analyste financier disparu 2 ans plus tôt. Personne ne parlait d'elle, la femme sans nom, la voix derrière la fuite. Pourtant, quelque part, dans le cloud anonyme où les fichiers avaient été sauvegardés, un message vidéo s'était ajouté automatiquement à la fin du lot. Elle y apparaissait, les yeux calmes, la voix ferme. « Vous croyez connaître quelqu'un jusqu'à ce que l'argent vous montre son vrai visage. Moi, je l'ai appris trop tard. Mais si mon histoire vous touche, partagez-la. Que plus personne ne vive dans le silence. Abonnez-vous, commentez, parlez-en. La vérité n'a de pouvoir que si elle se répand. » La vidéo s'est terminée sur un plan fixe. Une pluie battante sur le lac Léman, un gobelet de café renversé et la clé USB tombant lentement dans l'eau. Et dans ce dernier geste, il y avait tout. La fin, la délivrance et peut-être le début de quelque chose d'autre.